Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition de la rencontre avec un scientifique, une scientifique. Et pour cette première fois, nous avons l'honneur d'avoir Madame Ursula Bassler qui aura l'occasion de se présenter au cours de notre entretien. Et aujourd'hui, nous allons parler non seulement de son parcours très inspirant, mais aussi d'un bouquin dont elle vient de coordonner la rédaction. Le bouquin intitulé Étonnants infinis, ça parle de physique nucléaire, atomique, des particules, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, du voyage à travers l'espace, le vide interstellaire, ainsi que les applications de tout ce que je viens de citer. Alors, nous allons sans plus tarder commencer avec l'introduction de notre invité. Alors, Ursula, je suis très honoré de t'avoir aujourd'hui. C'est un honneur. Enchantée. Et je profite pour dire merci au docteur Férouz Malek qui nous a mis en contact pour sa gentillesse et sa disponibilité au service du développement de la physique en Afrique. Voilà. Une chose qui m'impressionne d'entrée, c'est que vous arrivez en France, vous êtes au pair. Là, quand je l'ai lu, j'étais un peu surpris parce que au pair, ça me renvoie toujours à ceux qui viennent des pays sous-développés et qui viennent en Europe, sont accueillis dans des familles et qui ont ici l'occasion quelques années plus tard de faire des études et s'intégrer dans la société, normalement, et surtout de façon officielle et comme le veulent les autorités. Mais comment ça se fait que vous, Allemande, vous êtes au pair en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut quand même dire que c'était il y a 40 ans, presque. Wow. Et donc, moi, je viens d'un village en Allemagne. Et je fais mon école, le lycée, le bac à lauréat en Allemagne. Et après l'école, je voulais aller à l'étranger. Prendre l'air, ne pas commencer les études tout de suite, mais d'abord faire une année de césure, en quelque sorte. Et bon, mes parents n'auraient jamais accepté de me laisser partir sans aucun cadre. Donc, fille au père était quand même quelque chose où il y avait un cadre, qu'on devait aller faire des cours de langue, qu'il y a une famille d'accueil. On est passé en plus par un organisme qui était un organisme catholique à l'époque. Wow. Et cet organisme a proposé Londres ou Paris. Et moi, je viens d'une région juste à la frontière avec la France. Je connaissais la France un peu mieux, je savais qu'on mange bien en France, et donc j'ai choisi Paris. Et je faisais mon année où, voilà, j'étais pas très assidue dans les cours de langue, mais ça m'a fait du bien de découvrir Paris, de, La richesse de ne culturelle. pas être sous la pression de l'école ou de l'université tout de suite, quoi. Et j'ai rencontré mon copain de l'époque, hein. Et comme j'étais amoureuse, voilà, après j'ai dit je veux rester à Paris et j'ai commencé les études. Voilà, l'amour d'abord. Voilà. Pour dire que les scientifiques sont aussi des humains dans toute leur physiologie. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que c'est inspirant pour des personnes qui se cherchent, comme on dit chez nous. Mhm, mhm. Donc, ce n'est pas juste un problème des familles des pays en développement. Au pair, ça concerne tout le monde. Oui, et c'est ça aussi vraiment un intérêt, quoi, parce qu'on ne débarque pas complètement nulle part dans un pays. Ma famille d'accueil était vraiment très très sympathique et je les aime beaucoup. Certains, je les vois encore. Ouais. Donc, ça donnait aussi vraiment un premier lien avec le pays, une première idée comment ça fonctionne. Mais bien sûr, il faut faire attention. J'ai eu aussi des rencontres avant que j'ai choisissé cette famille avec des placements où j'aurais jamais voulu être. C'était vraiment abusif, quoi. C'était Ouais. clair. Voilà. Voilà. Wow. Et donc, un bon conseil, c'est bien de faire au pair, mais regardez bien chez qui vous mettez les pieds. C'est très important parce qu'il y Ouais, a beaucoup de maltraitance et ouais, ouais, d'abus, ainsi de suite. De exactement. chantage surtout. Ouais, Ouais, ouais. ouais, pas mal. Et de là, vous faites des études en physique Ouais, à la Sorbonne. je, la Sorbonne
n'avaient été que des lettres à l'époque. Ok, Donc, je me suis inscrite à l'université Pierre et Marie Curie, qui fait aujourd'hui partie de Sorbonne Université. justement. Et oui, je faisais des études. Mon père m'a dit, si ça ne marche pas, tu reviens étudier en Allemagne. Donc, j'ai fait tout le possible pour réussir mes examens année après année, pour pouvoir lui dire, ah, regarde, j'ai réussi, ça sera très bien de rester encore une année, tu sais, Ouais. là, j'ai atteint ça et ça. Et je faisais ça jusqu'à ce que j'ai soutenu ma thèse et j'ai eu un poste permanent au CNRS tout de suite après. Et donc, voilà, quoi. Et justement, en parlant des CRS, comment votre ascension est quand même, je vais dire, fulgurante, dans ce sens que vous vous retrouvez quand même, je crois, directrice de recherche, après directrice de... Donc, mon parcours, je suis rentrée au CNRS comme chargée de recherche, hein, ce qui est normal pour un jeune chercheur après un postdoc typiquement. Et j'ai travaillé pendant 8 ans. J'ai continué à travailler sur une expérience sur laquelle je faisais ma thèse, qui était l'expérience H1 auprès d'un collisionneur électron-proton à DESY, en Allemagne, à Hambourg. Ça m'a Oui, fait très plaisir de faire ma thèse et de travailler sur cette expérience parce que c'était quand même un lien avec l'Allemagne oui, oui, et j'ai beaucoup apprécié. Et bon, en recherche, il faut quand même bouger aussi un peu. On ne peut pas s'encrouter dans une thématique toute sa vie, quoi. Et au bout de 7, 8 ans, je voulais voir autre chose. Et là, je suis partie sur l'expérience D0, qui était au Tevatron à Fermilab, donc proche de Chicago, aux États-Unis. Et je travaillais sur cette expérience à nouveau pendant 8 ans. Mais il faut dire que pour moi, c'était important d'être basé à Paris. oui, Et j'étais une année entière aux États-Unis, mais après, je faisais des allers-retours et c'est extrêmement fatigant oui, parce que vous avez les décalages horaires, vous avez c'est pas facile d'avoir une vie sociale oui, quand vous êtes parti oui, une semaine par mois. Une semaine par mois, vous avez un décalage horaire, donc avant de revoir des copains, c'est pas facile. oui. Et au bout d'un moment, je faisais beaucoup de software et j'avais un peu marre. J'avais l'impression que mon cerveau fait if then else do. Yeah. Et j'avais envie La routine de programmation. exactement, j'avais envie de réinteragir plus avec des gens. Et c'était vers 2005 et je me suis dit, il y avait un blog pour la physique, les Quantum Diaries. Donc, je faisais ça pendant une année. Et après, je me dis, mais bientôt le LHC va venir. Qui fait un film sur le LHC? Il faut qu'on communique là-dessus. Et donc, c'est là où j'avais un petit projet de film qui s'appelle Collision sur les chercheurs du LHC, en fait. Wow. Et en faisant ce film, j'ai rencontré plein de personnes hein, et une des personnes a pensé à moi quand il cherchait un chef pour le service de physique des particules au CEA, au commissariat de l'énergie atomique à Saclay. Et peut-être un autre conseil à toute personne, quand on vous propose une responsabilité, prenez-la. Et donc, je suis partie à Saclay pendant à nouveau 7 ans. Et ensuite, à l'INDP3, on m'a demandé de revenir pour être directrice adjointe scientifique pour la physique des particules et le calcul. Ensuite, j'étais directrice adjointe parce qu'il y avait une nouvelle direction et on s'entendait bien. On avait des idées similaires pour développer l'Institut. Mais un collègue allemand m'a demandé si je ne voulais pas présider pour le conseil du CERN. Je ne voulais pas candidater pour la présidence du conseil du CERN parce que j'étais déléguée au conseil depuis 2 ans et je trouvais ça très intéressant après avoir connu le niveau d'un laboratoire, le niveau de la France, de regarder un peu le niveau européen. Et donc, pendant 3 ans, je présidais le conseil du CERN. C'était vraiment passionnant, surtout la période où on a défini la stratégie européenne pour la physique des particules. Bien sûr, il y a eu le Covid, donc tout ça se faisait par Zoom et par visioconférence. Mais bon. Voilà, super. Mais quand on lit un peu, on fait un peu de recherche, on se rend compte qu'il ne suffit pas juste de candidater
c'est pas juste un conseil scientifique qui élit quelqu'un à la tête du CERN. En passant pour rappeler à ceux qui nous suivent, le CERN, c'est le Conseil national pour la recherche Le scientifique Conseil européen de recherche européen. nucléaire. Et Ouais, ouais. donc, c'est une organisation internationale avec 23 pays membres, pour la plupart, ou essentiellement européens. Et donc, dans le conseil du CERN, c'est plutôt un conseil d'administration qu'un conseil scientifique. Et vous avez des représentants politiques qui viennent des ambassades ou des ministères de recherche et des scientifiques. Et ensemble, vous essayez de travailler pour définir la politique aussi bien Justement, scientifique qu'administrative sans du vous CERN. couper, j'ai lu quelque part que c'est la France et l'Allemagne de commun accord qui vous ont proposé aussi, qui vous ont recommandé. Ouais, Ça veut ouais. dire que quoi? Les candidats doivent avoir le support politique des États. Et dans votre cas, c'est parce que vous êtes allemande et vous avez vécu en France que vous avez eu l'accord des deux pays ou ça peut être... Ça, certainement, quoi. C'est le collègue allemand qui était délégué au conseil qui m'a demandé, veux-tu pas candidater? Ensuite, j'en ai parlé avec, bien sûr, les autorités françaises qui ont dit, bah oui, très bonne idée, on va recontacter l'Allemagne pour proposer ensemble la Autorité à quel candidature. niveau? Le chef de l'État ou le ministre? Non, 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 quand même pas, quoi. C'était l'ambassadeur à Genève et le ministère de la Recherche, hein, oui. À Genève. Et pourquoi Genève? Parce que c'est où il y a les Parce que headquarters, les quartiers généraux. oui, le siège du CERN est à Genève et le laboratoire s'étend dans la région de Genève, sur le territoire suisse et français. Et, euh, et donc, comme c'est un organisme international, il y a beaucoup d'ambassades auprès des institutions des Nations Unies à Genève et un certain nombre d'eux sont également dans le conseil du CERN. Ouais. Super. Voilà. Donc, je crois que... Et ensuite, bien sûr, pour candidater, j'ai rencontré beaucoup des autres délégations pour me présenter. Et après, eux, ils ont fait leur choix en toute âme et conscience, quoi. Ouais, super. Voilà, je crois que la présentation est parfaite. Le cursus aussi est clair, voilà, succinct. Je crois que nous l'avons abordé de façon succincte et claire. C'est très inspirant et moi, j'ai voulu m'attarder un peu dessus pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Voilà. Et je crois qu'on va faire une transition très brève, atomique, pour ne pas dire électronique, au bouquin. Donc, on va maintenant dans la science et j'étais très content lorsque vous m'aviez posté ce bouquin. Je l'ai lu très rapidement parce que c'est très captivant. Et la première des choses est que bon, pour moi, c'était une formule un peu différente. C'est pas un auteur seul. Vous avez été directrice des rédactions. Voilà, donc il y a eu plusieurs autres auteurs qui ont mis la main à la pâte afin Mm. d'avoir ce bel ouvrage. Comme tout le monde peut voir, ça a une très belle gueule. C'est passionnant, pas seulement au niveau de la couverture, mais aussi à l'intérieur. Voilà. Et d'où vous êtes venu l'idée de quelle a été votre motivation d'écrire qu'est-ce qui vous a motivé et quelle est votre cible? Voilà. Alors, Donc, tout d'abord, Étonnante Infini, ça fait partie d'une série de livres proposés par CNRS Éditions. Et il y a, par exemple, Étonnant Vivant, il y a Étonnante Chimie, il y a Étonnant Récif. Et donc, c'est la directrice de CNRS Éditions qui est venue me voir et a dit, on aimerait bien faire quelque chose sur vos thématiques scientifiques. Nous étant l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, l'INDP3. Mais bon, on voulait pas faire un livre étonnante noyau, étonnante particules, mais aller pousser plus loin. Et donc déjà depuis une quinzaine d'années, cette manière de voir l'infiniment petit en lien avec l'infiniment grand est devenue quelque chose sur lequel on travaille. C'est-à-dire, ce qui est important pour nous, c'est pas juste de creuser la, la structure de la matière, mais aussi de comprendre comment les interactions fondamentales, les lois fondamentales de la physique influencent notre vision de l'évolution et du début de l'univers, tout comme cette cosmologie nous donne aussi des indices sur les particules qu'on veut comprendre. Donc c'est ce jeu entre les deux infinis qui nous intéresse, qui nous motive et qui était important pour nous de discuter, de montrer,
véhiculer aux gens. Bien sûr, je pense que le public qui apprécie le plus le livre, c'est certainement des étudiants en sciences. J'ai eu certains échos comme quoi ils ont vraiment apprécié le niveau de vulgarisation qui n'est pas trop trivial ni trop spécialisé. Les lycéens, bien sûr, on aimerait bien les intéresser, mais je ne sais pas si c'est parfois peut-être un peu compliqué, mais si vous vous accrochez, je suis sûre que vous allez arriver à le lire. Et par ailleurs, bien sûr, toute personne intéressée dans des questions scientifiques. Le niveau de vulgarisation, ça touche des revues scientifiques comme en France, il y a par exemple La Recherche ou Pour la Science. C'est un peu ce niveau-là de lecture. Voilà. Ça, c'est super. Donc, Par ailleurs, je dois dire aussi qu'on a essayé de faire un grand effort sur des illustrations, des infographies pour expliquer les concepts. Et j'ai un collègue qui m'a dit, ah, tu sais, ma fille, elle a pas lu le livre, mais elle a tourné chaque page et regardé toutes les images, parce que ça, c'était important pour nous aussi d'avoir des belles images qui montrent vraiment la beauté de la science qu'on fait. une belle image vaut 1000 mots, dit-on. Exactement. Donc, le livre, pour entrer un peu, on va juste parcourir quelques petits points Ouais. dans le livre. Je rappelle à ceux qui nous suivent et qui sont pas physiciens, c'est que la physique des particules, certains aimeraient savoir qu'est-ce que la physique des particules, euh, l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'atome. Bon, en fait, moi, de manière vulgaire, je suis pas reçu là, mais je peux dire que l'atome, c'est quoi? La dimension de l'atome, c'est vous prenez un grain de cheveux et vous divisez par 1 million, 1 milliard, et vous êtes au niveau de l'atome. Alors, beaucoup vont me demander qu'est-ce qu'on peut chercher au niveau des dimensions aussi petites? À quoi ça sert? Quelles peuvent être les applications? Et quel est le lien entre cet infiniment petit dont je viens de parler et l'infiniment grand qui englobe la Terre, le système solaire et l'univers dans lequel nous vivons? Voilà. Donc, quel est le lien? Pourquoi la physique des particules et quel est le lien entre les deux infinis? Donc, une fois qu'on est sur l'atome, bien sûr, on va encore plus petit. Quand on regarde la matière, il y a d'abord le noyau avec les électrons qui constituent l'atome. Ensuite, le noyau, il est fait de protons et de neutrons. Et ensuite, les protons et neutrons sont faits de quarks et de gluons. Ça, c'est la chaîne des particules Après élémentaires. le quark et gluon, il y a plus petit. On a Non, plus. Pas bah, encore. il y a des particules plus petites, mais pas qui constituent pas la Ok. matière. Il y a après, vous avez des particules comme les neutrinos, les électrons et aussi toutes les particules qui véhiculent les interactions fondamentales. Donc, une fois qu'on a cette vision du monde de l'infiniment petit, on regarde quel est l'impact sur l'évolution de l'univers. Et là, bien sûr, il y a des choses assez simples ou assez directes comme la physique nucléaire qui nous renseigne sur les processus à l'intérieur des étoiles, la formation des éléments. Mais il y a aussi toute la question des premiers instants après le Big Bang, si on l'appelle comme ça, où effectivement les lois fondamentales de la physique des particules sont les mêmes qu'on connaît aujourd'hui. Et donc on peut extrapoler ce qui s'est passé à ce moment-là pour l'univers, la formation des plasmas de quarks et gluons, l'apparition du potentiel du boson de Higgs, et ensuite la formation de la matière et des structures dans l'univers tel que nous les connaissons. Parlant du boson de Higgs, beaucoup, en fait, des profanes appellent ça la particule de Dieu, Mm. l'antimatière. Et je me rappelle, je crois en 2012, Fabiola Gianotti, l'italienne que vous connaissez sûrement, Oui, qui est jusqu'à présent la directrice du CERN, ouais. du CERN, annonçait la découverte expérimentale du boson de Higgs. Mm. Une découverte euh, qui a nécessité la collaboration de plus de 1000 chercheurs, parmi Mhm. lesquels, je crois, Férouz Malek, Mhm. quelques Africains comme Férouz Malek, dont je Mhm. suis Mhm. tellement fier, Mhm. qui était via Samagan de New York, et beaucoup d'Africains y avaient participé. Et Mhm. c'est plus de 1000 chercheurs expérimentaux, euh, en découvrant cette particule, avaient donc permis à quelques physiciens, théoriciens cette fois-ci, qui avaient prédit l'existence de cette particule, de recevoir quelques années plus tard un prix Nobel.
Mm. Bon, déjà, je crois que le prix Nobel avait aussi été partagé par le CERN, si je ne me trompe pas, ou bien. Non, non, Voilà. non, parce que le prix Nobel actuellement, il ne récompense que des individus. Et OK. donc, il y avait 3 chercheurs théoriciens qui, l'année après la découverte, ont reçu le prix Nobel pour leur prédiction qui est datée des années 60. Hein. Oui, oui, voilà. J'étais très impressionné, quoi. Donc, Ouais, 52 ouais. ans, 50 ans plus tard. Bon, déjà, le boson de Higgs, est-ce que vous pouvez dire, parce que c'est une particule qui excite un peu euh, l'opinion. Oui, c'est une particule assez particulière. Hein. Euh, Déjà, le champ des Higgs, hein, il faut qu'on s'imagine que le champ des Higgs, comme tous les champs des autres particules, traverse vraiment tout l'univers. Hein. Et par moments, il y a des excitations, et ça, c'est les bosons même qui sont là. Maintenant, ce champ des Higgs, c'est le seul champ qu'on dit scalaire, c'est-à-dire il n'y a pas des directions privilégiées, mais juste dans chaque point de l'espace, il y a une valeur. Il y a Il y avait toute une recherche sur les champs scalaires parce qu'on pense que les champs scalaires ont joué un grand rôle au début de l'univers, notamment les champs d'inflation qui ont provoqué une sorte d'inflation cosmique tout au début, mais on n'a pas encore établi très bien le lien entre le boson des Higgs et ces champs d'inflation. Ensuite, le champ des Higgs, il a fait à 10-12 secondes après le Big Bang, il a fait une transition de phase où il a acquéri une valeur non nulle de son énergie. Et grâce à cela, il y a certaines particules qui véhiculent des interactions, l'interaction faible en particulier, qui ont acquis une masse. Et le fait qu'ils acquisent une masse, ça a déterminé beaucoup de phénomènes physiques qu'on connaît aujourd'hui. Par ailleurs, les autres particules interagissent aussi avec le boson des Higgs et acquièrent aussi une masse. Et dans les particules qu'on connaît d'aujourd'hui, on a toujours trois familles. Par exemple, on a les électrons, qui sont ceux qu'on connaît de notre matière ordinaire, mais il y a aussi les muons et les taux, qui sont des cousins plus lourds. Et donc, la seule chose qui distingue ces trois familles, c'est leur interaction avec le boson des Higgs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fascinant et qu'on essaie de comprendre. Mais une chose est sûre, sans le boson des Higgs, la vie sur Terre ne sera pas ce qu'elle est. OK. Maintenant, il y a encore un autre phénomène. Hein. Si on regarde le boson des Higgs et on prend la masse de la particule élémentaire la plus lourde qu'on connaît, qui est le quark top, qui a une masse équivalente à un atome d'or, on peut calculer est-ce que l'univers est stable. Et là, on voit qu'actuellement, on se trouve dans un point de l'univers qui est métastable. Ce qui veut dire, à n'importe quel moment, l'univers pourrait faire une transition de phase et disparaître. Wow. Nous C'est sommes pas très encore menacés. c'est pas très confortable comme situation. Et ça nous dit que peut-être il y a des phénomènes, une physique, des particules qu'on connaisse pas encore, qui font que l'univers est stable. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche très activement dans les accélérateurs de particules. Voilà. Je sais que ça pas une transition, mais puisque vous m'avez fait un peu peur avec l'instabilité de l'univers, on va parler du diable. Il y a un point, en fait, pour le profane, on va parler que un profane peut se dire que bon, la destruction de l'univers peut être l'œuvre du diable, ou bien Dieu qui décide de ne plus prolonger la vie des humains parce qu'il n'est pas satisfait et tout. Mais il y a un point dans le bouquin qui m'a beaucoup intéressé. Le diable se niche dans les détails. Ouais. Qu'est-ce que l'équipe éditoriale a voulu dire en parlant de diable Oui, ça venait d'une contribution. C'est en fait c'est une expression qu'on utilise souvent en France pour dire que la difficulté n'est pas dans les grandes idées, mais est dans le travail minutieux pour trouver vraiment, pour vraiment faire en physique des mesures de haute précision. Et donc c'est ça que ça veut dire, quoi. Ok. Je crois, il y a peu de physiciens qui croient vraiment en Ouais, oui. diable, quoi. Justement, c'est pour ça que l'aspect vulgarisation est vraiment captivant ici, parce qu'il y a aussi des termes qui interpellent et qui poussent les gens à aller regarder. Voilà, là, ça me réconforte un peu. Et je vais encore parler d'un terme effrayant. On Oui, parle de naissance de vie sur Terre et vous parlez de cataclysme. oui. Cataclysme, pour rejoindre Richard Feynman, bon,
bon, je ne veux pas rentrer dans ce qui fait maladie, mais le cataclysme, par là, on entend destruction. Euh, Mm. ouais, ouais, ben, c'est-à-dire une grande destruction de ce qui existe, explosion, je ne sais pas trop. Et Mhm. il y a un chapitre une partie qui est intitulée Des cataclysmes au berceau. Ça veut dire, pour donner vie, il a Mhm. fallu qu'il y ait des cataclysmes. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Euh, Quand on regarde l'univers primordial, il est à partir des plasmas de quarks et gluons, il évolue vers la production des éléments légers comme l'hydrogène, l'hélium, le lithium, etc. Mais pour avoir la vie, en fait, il faut des éléments plus lourds. Et ces éléments plus lourds naissent en fait dans des événements cataclysmiques comme les supernovas, les étoiles qui brûlent toute leur énergie et qui ensuite explosent. Et tous ces phénomènes violents sont en effet très intéressants à étudier. Et souvent, de nos jours, on utilise pour cela non pas juste des télescopes qui regardent la lumière, mais on utilise aussi des particules qui sont envoyées, qu'on peut capter sur Terre, tels que des neutrinos, tels que des rayons cosmiques, faits avec des protons ou des éléments plus lourds. Et donc ça nous permet vraiment de mieux comprendre les processus physiques qui ont eu lieu dans ces événements cataclysmiques et qui sont vraiment spectaculaires, hein, qu'on peut voir dans le ciel d'aujourd'hui. Et parlant de notre présence dans l'univers, euh, j'aimerais savoir, beaucoup de personnes aussi sont intéressées par la relation qu'il y a entre l'antimatière et la présence Mm. des humains bon, la Et je veux matière, dire, c'est nous. Bon, l'antimatière, en quoi ça nous concerne? Et en quoi ça définit notre existence? C'est déjà quoi oui, l'antimatière? il y a un chapitre qui s'intitule, je crois, Pourquoi on existe ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, 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 oui. En fait, l'idée derrière, c'est on pense qu'au moment du Big Bang, il y avait autant de matière que l'antimatière. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'antimatière? Bah, vous avez un proton qui est chargé positivement, mais dans les rayons cosmiques tout d'abord, mais aussi ensuite dans les accélérateurs, on a vu qu'il peut y avoir des antiprotons qui ont quasiment les mêmes propriétés, mais qui sont chargés négativement. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent, ils interagissent et produisent de l'énergie, de la lumière, d'autres particules. Donc, au moment du Big Bang, on pense qu'il y avait autant de matière que d'antimatière, mais la question est pourquoi aujourd'hui alors il y a de la matière et pas rien? Parce que tout aurait dû s'annihiler et donner rien. Et donc en physique, on cherche des infimes différences entre la matière et l'antimatière pour essayer de comprendre pourquoi la matière domine dans l'univers aujourd'hui. Et tout ce qu'on a trouvé pour l'instant ne permet pas d'expliquer cette prédominance de la matière. Actuellement, au CERN, il y a 3 expériences qui cherchent une autre approche, qui disent bah, peut-être il y a toujours l'antimatière qui est là, mais qu'est-ce qui se passe si, pour la gravitation, l'antimatière serait pas comme une masse positive, mais une masse négative, et trivialement, au lieu de tomber, elle monte. Ouais. Et ça, basé sur cette idée, il y a toute une cosmologie qui s'est développée, qui permet d'expliquer pas mal de phénomènes qu'on observe. Et donc, actuellement, expérimentalement, on essaie de vérifier si les effets de gravitation sur l'antimatière sont les mêmes que sur la matière. Et sincèrement, c'est des expériences où j'attends les résultats avec impatience. Parce que si vraiment on découvrirait que l'antimatière se comporte différemment par la gravitation, ça sera une révolution énorme en physique. Ouais. Donc, en fait, l'antimatière, elle est aussi à l'intérieur de nous, humains, dans notre corps et tout. Voilà. Oui, c'est-à-dire l'antimatière se produit aussi dans des désintégrations radioactives. Et comme nous, on est tous radioactifs, bah, on émet aussi de l'antimatière à n'importe quel moment. Ouais. Wow, OK. Bon, déjà, c'était quelque chose pour moi. Parce que quand on parle de physique des particules et tout, bon, pour beaucoup, ça ne nous concerne pas parce que c'est de la matière morte, ou, Mm. dans la plupart du cas. Nous sommes de la matière vivante. Est-ce qu'au CERN, on est capable de faire le lien entre la vie
donc rester en vie, les particules qui nous constituent. Bon, nous sommes faits d'atomes, de molécules Mhm. Mhm. gigantesques et tout. C'est vrai, c'est plus le niveau de physique des particules et tout. Non. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire un lien entre le souffle de vie? Bon, ça, c'est une question. Ouais, je veux général, quoi. Oui, oui. Euh, je pense que ça va vraiment au-delà de la physique des particules, mais dans le livre Étonnant vivant, il se pose cette question, qu'est-ce que c'est vivant et à quel moment on parle du vivant par rapport à la matière morte? C'est fascinant parce que c'est des questions de structuration et d'autostructuration, et donc c'est vraiment un domaine très passionnant. Non, pour nous, les interactions avec le vivant sont, je dirais, essentiellement à deux niveaux. D'une part, le rôle que joue la radioactivité naturelle ou artificielle dans l'environnement, parce qu'on voit que la radioactivité, même ambiante, a une influence sur les micro-organismes et donc a certainement joué un rôle aussi dans le développement et l'évolution de la vie. Et d'autre part, bien sûr, les applications de la physique nucléaire dans la médecine, telles que les thérapies contre le cancer, l'imagerie médicale et tous les radionucléides qu'on utilise dans les traitements médicaux. Voilà, super. Et là, nous allons voyager un peu. Nous allons aller dans l'univers, au centre de l'univers. J'aimerais que me disiez comment est-ce qu'on sait qu'on est au centre de l'univers. Est-ce que, si j'ai lu quelque part que nous avons une adresse dans l'univers qui est appelée la Niekea, Ouais. voilà, qui l'a nommé ainsi? D'où vient le nom? C'est la chercheuse, je pense, qui a travaillé là-dessus avec son équipe. Eux, ils ont inventé ce nom qui est un mot, je crois, qui vient de l'hawaïen. Euh, et non, je me souviens plus la signification, quoi. Mais La Nikea. Ok. la Nikea, oui. Et en fait, l'idée de ça est c'est ce qu'on appelle la cosmographie, c'est-à-dire, oui, de situer où nous sommes dans l'univers par rapport à les grandes structures qui existent dans l'univers. Et bon, si quelque chose est infini, vous êtes toujours au centre, c'est sympa. Ok. Mais, mais je pense qu'on n'a pas une place plus centrale que ça dans l'univers, c'est-à-dire euh, à chaque endroit où vous êtes au centre. Donc, on essaie juste de voir avec toutes les structures où nous situons, quoi. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à faire parce qu'on voit qu'il y a des flux attracteurs et répulsifs dans l'univers. Et de comprendre mieux ces flux de l'univers, c'est extrêmement intéressant, justement. Justement, parce que j'étais intrigué par le fait qu'on parle d'adresse, Oui. avec un univers qui se meut, et comment est-ce qu'on sait quel est le centre du référentiel qu'on utilise et tout. Bon, maintenant, l'explication est plus simple. Juste une parenthèse, il y a quelques décennies, il y avait des théories qui se contredisaient à propos de l'univers. Il y avait la théorie de l'expansion de l'univers qui disait que l'univers va s'expandre comme un gonflé et peut-être s'éclater un jour, et celle de la contraction de l'univers qui Mm, disait que l'univers va se contracter au mm, tel point que, par exemple, sur la Terre, le magma qui est au centre de la Terre, mm, on en avait parlé ici dans le roman, le centre de la Terre, mm, à un niveau, ce magma-là il devait ouais, avoir, excusez-moi le terme, un vomissement suite à cette mm, compression, mm. et qui pouvait aussi être une origine de la fin de la vie sur Terre. Aujourd'hui, vous êtes, le CERN est en faveur de quelle théorie? De l'expansion de l'univers ou... En fait, c'est pas le CERN directement, mais disons la cosmologie, elle a fait des mesures avec grande précision, notamment avec le satellite Planck et, et l'étude de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, le Cosmic Microwave Background, qui est la lumière qui était émise, la toute première lumière qu'on peut détecter, qui était émise 380 000 années après le Big Bang, quand les atomes se sont combinés et sont devenus neutres, et la lumière a pu échapper et Oh, voyager jusqu'à nous. Et oh, donc, ces mesures montrent en fait que l'univers est plat. Il est ni courbé vers le haut, ni vers le bas, mais il semble plutôt plat.
néanmoins, il est en expansion accélérée. Oui. Cette expansion accélérée est quelque chose qui préoccupe beaucoup les physiciens parce que si on accélère quelque chose, il faut qu'il y ait une énergie. Et pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est au niveau particules fondamentales. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette énergie, ou quel type d'interaction? Et donc, on l'appelle tout bêtement énergie noire. Oui. Oui. Elle peut venir tout simplement des équations de la mathématique qui est derrière la relativité générale, mais ça, c'est pas très satisfaisant pour un physicien de juste dire ah bah voilà, c'est l'énergie, c'est un artefact dans une équation. Donc, on tente quand même de la décrire de plus en plus précisément pour avoir une meilleure idée que ce qu'elle peut être. Oui. Donc, donc, je vois. Donc, déjà, ici en Allemagne, par exemple, il y a un institut, Max Planck, dédié à la recherche extraterrestre. Ouais. Est-ce qu'on a raison de croire que les extraterrestres existent? Que, je sais pas, que, par exemple, Michio Kaku, le professeur Michio Mhm. Kaku de l'Université de New Mhm. York, qui est aussi un célèbre vulgarisateur, Ouais. je l'avais rencontré à Los Angeles il y Ouais. a 4 ans, Ouais. et Ouais. il parlait des extraterrestres avec une certaine conviction selon laquelle ils peuvent exister, Mhm. qui pourrait aussi avoir un autre univers en dehors du nôtre. Mhm. Bon, parce que grâce à la physique des particules, on peut avoir des insights, juste comme ça, par rapport. Je dirais pas que c'est la physique des particules qui peut aider là-dessus, mais plutôt la physique statistique. Je pense, quand on pense à l'infinité de l'univers, à l'infinité de nombre d'étoiles et probablement de planètes qu'il y a dans cet univers, ça me semble très probable qu'il y a de la vie, qui n'est Aïe. pas de la vie humanoïde, mais qui est d'autres formes de vie dans l'univers. La plus grande question, c'est est-ce qu'un jour on peut avoir des contacts avec cette forme de vie? Ça c'est de la science-fiction, quoi. Là, il y a des gens qui parlent du paradoxe de Fermi, qui disent les ressources sur une planète nécessaires pour aller voyager dans l'espace et trouver des autres civilisations est tellement énorme que ça détruirait la planète. Donc, c'est impossible qu'on les verra un jour. Maintenant, j'aimerais bien être là encore dans 1000 ans pour savoir s'ils les ont trouvés d'ici là, quoi. Moi aussi. Et pour ça, il faut vivre de façon. Peut-être il faut un peu d'étélomérase d'Elisabeth Bach pour pouvoir rester en vie. Donc, comme on vient de l'évoquer, il y a beaucoup de questions qui sont encore ouvertes. Nous avons aussi beaucoup d'attentes, comme celle de l'antimatière, son comportement et tout. Je suppose que il y a beaucoup de questions comme ça, des centaines de questions qui sont ouvertes, Mm. CERN et ailleurs aussi. Et je crois que ces genres de questions nécessitent de gros moyens. Ouais, Mm. des gros moyens de recherche qui sont pas Mm. accessibles à tout le monde. Mm. D'ailleurs, je parle ainsi des collisionneurs, des accélérateurs de particules et tout, pour juste mettre ceux qui nous suivent dans le contexte. Un continent comme l'Afrique est encore en train de réfléchir comment est-ce que euh, les chercheurs africains et les décideurs sont en train de chercher à savoir comment faire pour mettre sur pied, par exemple, un collisionneur sur le continent qui n'en a pas, à ma connaissance. Mm. Mm. Dernièrement, il y a quelques années seulement, le Moyen-Orient a acquis je ne sais pas si c'était un accélérateur ou un collisionneur, C'est un accélérateur, c'est une source de lumière synchrotron, en fait. Ouais. voilà, appelé Sésame, qui Mhm. est basé en Jordanie, si je ne me trompe Mhm. pas. Exactement, ouais. Et justement, Caroline Lachowski de RFI avait reçu Fabiola Gianotti. Ouais. Nous étions à Lausanne à l'occasion de la conférence mondiale des journalistes et communicateurs de sciences en 2019. Et Mhm. j'avais eu l'occasion de demander à Fabiola Gianotti qu'est-ce que le CERN fait pour des continents comme l'Afrique, pour qu'ils aient des grands moyens comme euh, le CERN et autres, pour pouvoir vraiment participer à l'évolution de l'humanité dans ce type de recherche, parce qu'il Mm. faut dire que pas seulement dans la physique des particules, mais dans de nombreux domaines aussi, l'humanité évolue en Afrique. Mm. Fabiola m'avait dit que non, l'océan essaie de bâtir des capacités, ils participent à des écoles, et, Mm. en fait, l'océan contribue au renforcement des capacités en invitant des chercheurs africains et tout, Mhm. ce qui n'est pas suffisant. Et on avait conclu que la responsabilité incombe aux décideurs africains de bâtir euh, leur, leurs moyens de recherche. Bon.
on va pas se lamenter sur la situation africaine. Nous allons parler de ce qui existe, les grands moyens mis en place par le CERN et autres pour Mm. adresser les challenges de physique des particules. Bon, Peut-être juste un mot quand même sur l'Afrique et je pense qu'une chose que le CERN a fait qui est extrêmement positive, c'est qu'il a énormément poussé l'accès ouvert, le open access aux publications scientifiques. Et avec cette action-là, on a vraiment vu tout à coup le nombre de papiers qui étaient téléchargés de l'Afrique, hein, et ça a beaucoup augmenté grâce à ces accès ouverts à ces ressources et je pense que c'est extrêmement bien. Ensuite, il y a aussi des initiatives qui sont prises comme la prochaine conférence ou la première conférence de physique des hautes énergies en Afrique qui aura lieu en octobre au Maroc. Une initiative que je salue énormément justement pour commencer à fédérer et à faire mettre ensemble la communauté de physiciens en Afrique, hein. je crois qu'au Parce que ça, Maroc, c'est l'élément principal pour bouger ensemble. Ouais. on va passer, on va profiter pour saluer au passage professeur Farida, voici, qui est au Maroc, qui est certainement dans ce projet dont vous venez de parler. Et Mm, il doit aussi beaucoup faire pour la physique des particules. mm, Voilà. Pour dire qu'il y a des compétences sur le sol africain, et parfois ce sont des moyens qui manquent. Donc vraiment, c'est vraiment impressionnant. Je vais profiter aussi pour inviter les jeunes chercheurs africains qui font dans la physique des particules, pour la plupart dans la théorie, euh, en fait, d'essayer de participer à ce genre d'événements parce que c'est... Et merci aussi au CERN pour le Open Access, parce que la recherche à accès libre, ce n'est que ça qui peut sauver l'humanité, à mon avis. mm, mm, Voilà, au niveau parce que la connaissance, le savoir, c'est l'héritage commun et partagé de l'humanité. Tant qu'il n'est pas partagé, on ne peut rien faire. On aura toujours un bloc avancé et un bloc sous-développé. mm, En fait, le mm, sous-développement est dynamique. En fait, mm, l'écart entre les deux mondes, c'est dynamique. Pendant qu'on croit fermer le gap qu'il y a entre les pays sous-développés et les pays développés, en bâtissant les capacités et en se limitant juste à certaines choses classiques telles que maintenant payer pour avoir des publications, je crois que la situation sera toujours dynamique. Mais par contre, le open access ferme le gap entre ces mm. deux parties du monde. Voilà. Donc, et parlant des grands moyens, les collisionneurs, les accélérateurs qui sont au CERN. Combien ça coûte? Comment on fait pour avoir tous ces joyaux, que ce soit à Daisy, en Allemagne, que ce soit à Genève, que ce soit... Mais, lorsque l'insynchrotron, par exemple, moi j'ai étudié à Trieste, et je connais un peu Mhm, Electra, mhm, Electra, mhm, je connais un peu à quoi ça peut servir tout ce type d'appareil, pas seulement en physique, mais aussi en médecine, en pharmacie, dans la sécurité, dans l'alimentation et tout. Comment est-ce qu'on fait pour se procurer? Comment on convainc les décideurs d'avoir ces... mm. On va Bah, voir. tout d'abord, je pense que effectivement, il faut que dans la société, il y a suffisamment de personnes qui pensent que s'intéresser à des questions fondamentales est important et qu'il y a une communauté de scientifiques qui se crée et qui essaie de pousser vers des infrastructures qui sont nécessaires. Bien sûr, ces infrastructures sont coûteuses et ça, on ne peut pas le nier, quoi. Ensuite, je pense que ce que le CERN a montré, ce qui était extrêmement important en Europe, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée il y avait deux idées. D'une part, les pays sortaient de la guerre entre eux, et donc la science était quand même un moteur vraiment formidable pour refaire travailler ensemble les gens. D'autre part, il était clair aussi que les instruments nécessaires pour faire de la physique fondamentale devenaient tellement grands et tellement coûteux que plus aucun pays tout seul pouvait se le payer. Et donc, on a mis les moyens ensemble pour justement avoir les fonds nécessaires pour construire ces appareils-là. Et donc, ça a mené jusqu'au LHC actuellement, le grand collisionneur d'Hadron, qui est un collisionneur de 27 km de circonférence, où il y a près de 10 000 personnes du monde entier qui travaillent dessus, et qui était donc construit à partir des fonds de tout le monde. Ça coûtait dans les 4 milliards d'euros en Suisse environ.
Et bien sûr qui n'était pas dépensé dans une année, mais qui était dépensé sur 10-15 ans, et qui ont donc permis de construire ce équipement absolument fantastique. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième chose, je pense, il faut collaborer. Et c'est pas simple parce que tout de suite, vous êtes dans des questions, mais on le construit où, qui paye combien, etc., etc. Et c'est des questions de gouvernance pour des projets internationaux qui sont très importants. Mais je pense aussi où le CERN a aujourd'hui une connaissance qu'il peut partager avec tous ceux qui sont intéressés. Et je crois que c'est cette entente européenne là, qui fait que le CERN est en quelque sorte en avant au niveau mondial en termes de... Oui, parce que le fait qu'il y a aujourd'hui 23 pays européens qui se sont mis ensemble et qui payent tous les ans une contribution calculée sur leur PIB au CERN, fait que le CERN a une stabilité budgétaire qui lui permet de faire des projets et de planifier à long terme. Et je pense que cette planification à long terme est justement essentielle si on veut construire des infrastructures. Parce qu'une infrastructure, c'est pas pour une année. Une infrastructure, vous la construisez pendant 10 ans, vous l'utilisez pendant 20 ans. Donc, il faut vraiment penser à des structures qui ont des stabilités sur 30, 40 ans. Ça, c'est impressionnant. Je crois qu'au niveau de l'Afrique, l'Union africaine devrait s'y pencher. C'est vrai, il y a des problèmes existentiels, mais je crois qu'en même temps, on doit essayer en fait, de faire partie de l'évolution scientifique de l'humanité. C'est très Ah important. bah, on a besoin de vous, hein. Oui, justement. Surtout que c'est le continent de l'avenir. Et absolument, La ressource humaine, elle est nombreuse, mais absolument. malheureusement, vous voyez, par rapport à la moyenne mondiale qui est de, je crois, 1300 chercheurs par million d'habitants, l'Afrique n'a que Mhm. 200 chercheurs par Mhm. million d'habitants. Mhm. Et la majorité des pays, euh, en fait, ne dédient que moins de 1% du PIB à la recherche, Mhm. contrairement à l'Allemagne qui est à 3, quelque chose, la France aussi. Ouais, ouais. Un peu Et, moins, ouais. voilà, et beaucoup ne voient pas le lien direct qu'il y a entre cet investissement, Mhm. la production scientifique, la technologie, l'économie et le progrès social. Ouais. Une relation qui est, ma foi, linéaire, je veux dire. Donc, Et ce n'est pas que parce qu'on fait de la recherche scientifique ou parce qu'il y a des chercheurs dans un pays. Quand on pense surtout au pouvoir que les chercheurs ont de former les gens dans les universités, je crois en général, il y a 6% de ceux qui font une thèse qui finissent dans les métiers de la recherche, quoi. Mais tous les autres ont une formation qui est scientifique, qui est technique, qui est souvent à l'échelle internationale, qui leur donne une connaissance et un savoir-faire qui est utile pour tous les domaines de la société. Et pas seulement pour les entreprises, mais même pour les administrations, les États et ainsi de suite. Donc, je crois que développer la recherche est vraiment une richesse énorme qui est bénéfique pour un pays dans son ensemble. voilà. Donc, l'avant-dernier point, puisqu'on va conclure bientôt, c'est les applications de tout ce qu'on fait. Vous en avez énuméré plusieurs. Et là, je veux juste faire une emphase sur quelques points, comme la médecine, qui sont importants. Mhm. Mhm. Est-ce que vous pouvez donner une application de la physique des particules en médecine? Donc, les premières applications de la physique nucléaire en médecine, c'était l'imagerie. C'est-à-dire, il y a des composants radioactifs qui se désintègrent relativement vite et qui émettent non pas des électrons, mais des positrons. Et on peut détecter ces positrons facilement et ces substances s'accumulent toujours dans certains tissus du corps qui ont certaines propriétés. Et avec cette imagerie-là, on a pu démontrer qu'on peut très ou relativement bien visualiser où sont des cellules cancéreuses, par exemple. Et donc, ça s'appelle les PET scanners, euh, positron electron tomographie, non, positron emission tomographie. Et je pense que ça, c'était vraiment la première contribution essentielle à la médecine. Ensuite, bien sûr, vous avez tous les aspects de la radiothérapie, soit avec des photons, soit avec des protons, ou même actuellement des recherches vont vers des ions plus lourds, ou encore vers les neutrons.
Et donc tout ça, c'est aussi des thérapies qui visent à détruire des tumeurs, des cancers dans les tissus et qui sont parmi les traitements les plus efficaces qu'on connaisse aujourd'hui ou qui sont combinés aussi avec les chimiothérapies pour lutter contre le cancer. Donc je dirais ça, c'est les applications les plus essentielles euh, de la physique nucléaire en médecine. Il y a certaines radionucléides qui sont utilisées par les médecins et bien sûr, on les produit aussi grâce à des petits accélérateurs. En France, nous, on en a un, par exemple, à Nantes, qui s'appelle Aronax, dont l'Institut est tutelle, et qui produit ces radionucléides pour la médecine, quoi. Super. Donc, déjà, les applications sont tellement nombreuses que s'il faut les énumérer, vraiment, on va pas y arriver. Déjà, vous avez donné plusieurs applications au niveau de la compréhension même de l'origine de l'univers et aussi le comportement de l'univers de l'infiniment grand au cours de notre discussion. Et en fait, c'est l'occasion d'inviter en fait ceux qui me suivent sur Facebook, dans mes réseaux sociaux, à s'intéresser à ce livre. Et déjà, aussi là, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut avoir le livre? C'est en vente pour ceux qui sont pas en France. Ils C'est peuvent... en, c'est en vente sur Amazon. Oui. Et par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit souci avec le format e-book, hein, donc on va contacter l'éditeur pour essayer de le résoudre. Euh, je pense c'est le moyen certainement le plus facile à se le procurer, quoi. Ouais. Ok, sur Amazon. Et aussi, je crois que chaque université en Afrique qui a un département de physique devrait avoir un exemplaire de ce livre. Il y a En beaucoup. ce cas-là, je voudrais inviter les universités à m'écrire un petit email et de me faire part s'ils souhaitent avoir un livre et on fera le nécessaire pour vous en envoyer. Parce que déjà, je vais te dire, il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment l'avoir. D'accord. C'est beaucoup de chefs de département. Donc, Oui, oui. voilà. Donc je peux euh, après vous donner une liste. D'accord, parfait. Ils peuvent vous écrire aussi et tout. Parfait, parfait. Parce que je Parce pense qu'à que, l'Institut, on a acheté une certaine quantité de livres justement pour disséminer pour, euh, pour les universités, les écoles, etc. Et on sera heureux de les partager avec ceux qui sont intéressés. voilà, ça, c'est super. Donc, comme vous avez suivi, il suffit d'écrire à Ursula. Donc, je vous Ou à laisse. Stéphane, comme ça Ouais, il me le transmettra. pas de souci. Je le ferai avec plaisir. Parce que moi, je l'ai lu et c'est vraiment passionnant. Moi, je l'ai fini en 3 jours. Dans le Super. train et tout. Et tout. C'est facile à dévorer, quoi. C'est très, je suis très passionné. Parce que je fais aussi dans la vulgarisation et quand je vois des scientifiques se mettre à ce niveau pour que le public profane puisse comprendre de quoi on parle, je crois que c'est très honorable. Donc, je n'hésiterai pas à participer à la distribution du livre. Je le ferai avec plaisir. Et pour terminer, le mot de fin, c'est là, aux jeunes chercheurs, surtout les femmes, qui, Surtout les femmes, c'est n'ayez pas peur, hein. La science est faite pour les filles autant que pour les garçons. Et si vous avez la chance de persévérer dans ce métier, allez-y. Euh, la recherche est quelque chose qui est très stimulant parce que on se préoccupe pas seulement de gagner de l'argent, mais on se préoccupe aussi de essayer de mieux comprendre les mystères de l'univers, les mystères du vivant, le fonctionnement des sociétés. Et c'est passionnant d'essayer d'établir des connaissances, de travailler sur ce qui peut être vrai et pas juste sur des croyances qui sont dans l'air. Je pense que la science joue un rôle vraiment essentiel là-dedans et la variété des activités qu'on peut avoir dans une recherche scientifique, dans une vie scientifique, l'autonomie qu'on a pour déterminer son propre chemin, c'est vraiment unique pour ce type de métier et allez-y. donc, on va boucler. Je te rappelle encore que c'était un très grand honneur pour moi de commencer ça. Et c'est
cette série d'interviews avec des grands chercheurs par toi, c'est, en fait, bon, je ne peux que dire merci à Férouz pour l'honneur. Et merci pour ce cadeau aussi, que je vais bien conserver dans ma bibliothèque privée. J'invite tout le Très bien. monde aussi à la voir, c'est très accessible et surtout très inspirant. Alors ici, là, on va prendre une photo de fin. Si, voilà. 3, 2, 1. OK. Alors, merci Et beaucoup. merci à toi, Stéphane. Merci aussi à Férouz pour le contact. Vraiment, je suis ravie qu'on a pu établir ce lien et un bonjour à tous ceux en Afrique qui sont intéressés en sciences. Ouais, je vais te donner le feedback une fois que ça sera dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Donc, chers tous et toutes, on est arrivé aussi ainsi au terme de notre entretien avec Ursula. Comme vous l'avez constaté, c'était clair et limpide. Moi, je ne suis pas physicien des particules et je crois que c'était un cours magistral. J'ai beaucoup appris en 1 heure de temps et je vous invite à vous procurer le document qui est captivant, je le dis une fois de plus. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine avec un nouvel invité qui, je ne sais pas encore, pourra être du continent africain cette fois-ci et avec qui on va parler des sciences en général. L'honneur a été fait à une dame, pas des moindres, à Ursula Bassler, ancienne présidente du Conseil européen pour la recherche nucléaire. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci.